à Moscou, une attaque revendiquée par les Ukrainiens, 2 drones qui se sont écrasés, un d'abord près du ministère de la Défense, un autre près d'un des principaux boulevards périphériques de Moscou, dans un centre d'affaires. Ce sont les images que l'on peut vous montrer aujourd'hui et comme vous pouvez le voir sur ces images, il y a très peu de dégâts, le haut d'un immeuble qui a été touché, il n'y a pas de victimes au moment où l'on se parle. On peut justement se parler et de la légitimité de ces attaques, de ces cibles, mais aussi le but de cette attaque. On en parle justement avec mes invités autour de ce plateau. Soyez les bienvenus. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour pouvoir en parler. Le colonel Pierre de Jong, vous êtes vice-président de l'Institut Témis, spécialiste de géopolitique, ancien colonel des troupes de marine. Vous avez publié cet ouvrage très intéressant, Agir entre les lignes. On en parlera également. Catherine Gentil, soyez la bienvenue également, éditorialiste internationale d'LCI. Marc Semo, ravi de vous accueillir aussi, journaliste spécialisé dans les questions internationales, collaborateur au Monde et à Challenge. Et enfin, Nathalie Aturine, vous êtes aussi une habituée de ce plateau, fondatrice des éditions Louison, spécialisée dans la littérature russe. Ces images, on vient de les voir. Colonel, est-ce que cette attaque, elle a un but autre que de dire on est présent, on vous avait promis des représailles, on est là, regardez, on tape Moscou. Parce qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre de quoi il s'agit aujourd'hui. Vous savez, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens, comme disait Clausewitz. Mais dans la guerre, vous avez 3 niveaux. Vous avez le niveau tactique qu'on voit sur le terrain, c'est la bataille Bakhmout, etc., la bataille sur le terrain. Vous avez un niveau opératif qui existe depuis déjà quelques jours, c'est les bombardements ukrainiens sur la Crimée, par exemple, ou les bombardements russes sur Odessa. C'est ce qu'on appelle le niveau opératif. C'est qu'on fait des tirs dans la profondeur, donc on attaque, si vous voulez, on déstabilise l'adversaire par des attaques qui ne sont pas liées directement au front, aux soldats, elles sont liées au commandement, elles sont liées à la logistique. Et puis un 3e niveau qui est stratégique, c'est quand on parle du nucléaire, de tactique, etc., nucléaire tactique, etc. Et ça c'est stratégique. C'est quelque part en fait, comment dire, les Ukrainiens, enfin Kiev veut se positionner au niveau stratégique. Ce que fait déjà aujourd'hui l'Ukraine, parce que le paradoxe de cette guerre, pour terminer là-dessus, c'est que c'est un conflit très particulier dans lequel un des protagonistes n'a pas le droit de tirer sur le territoire de l'autre. Puisque les conditions américaines aujourd'hui, c'est on te donne de l'armement, mais tu n'as pas le droit de tirer chez le voisin. Donc aujourd'hui, il y a un bricolage ukrainien qui vise à se mettre au même niveau que les Russes, en disant il n'y a pas de raison que nous, on ne puisse pas tirer sur les villes, etc. Le deuxième point, le deuxième problème qui peut se poser, ce que vous évoquez dans vos titres, c'est le problème de l'escalade. C'est qu'aujourd'hui, les Ukrainiens n'ont pas les moyens, si vous voulez, en quantité, pour mener cette guerre stratégique. Alors, bien évidemment, les Russes vont l'avoir. Les cartes, elles sont biaisées déjà, c'est ça que vous nous dites? À mon avis, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Russes, ils attendent que ça. La brèche est ouverte, ils vont se précipiter. Et moi, si j'étais ukrainien, je me serais contenté des tirs opératifs qui sont d'ailleurs en soi extrêmement destructeurs. Parce que rappelez-vous, le Scalp et le Storm Shadow, ils portent à 300 km, une précision extrême. Ça suffit. Dans ce conflit, ça suffit. Donc pour vous, colonel, ça, c'est pas forcément la meilleure idée aujourd'hui. C'est pas une bonne idée, mais ils avaient besoin. Si vous savez, c'est quand Churchill va bombarder Berlin en 1939, il fait la même chose. Il envoie 3 avions, les avions perdus d'avance. Ils l'ont fait. Les Américains l'ont fait également contre les Japonais, contre Tokyo. Ça sert pas à grand chose. C'est un message en disant vous n'êtes pas tranquille chez vous. Donc c'est un message qui est politique, mais encore une fois, le problème c'est la réplique. Et ça, je suis pas sûr aujourd'hui que... On va y venir justement, on va essayer de savoir si les représailles vont aussi arriver au jeu des représailles, qui commence et qui s'arrête surtout, ça on le sait pas vraiment. Catherine Gentil, une attaque qui a été revendiquée par les Ukrainiens. Oui, ce qui est rare, parce que d'habitude, effectivement, les Ukrainiens, tout le monde se doute bien sûr que ce sont eux, mais ils ne le disent pas officiellement. Là, ils le disent et ils peuvent s'en vanter d'une certaine manière parce qu'effectivement, ils ont atteint des cibles précises et qui sont hautement symboliques. Puisqu'il y a les services de renseignement, l'immeuble du service des renseignements russes. Et puis, c'est sûr que ils avaient promis une réplique après les bombardements sur Odessa. Et c'est aussi un message envoyé aux Russes plus largement en disant vous n'êtes finalement pas en sécurité, et y compris à Moscou, qui est quand même le Saint des Saints, qui est la ville la mieux protégée de toute la Russie. Et le symbole de la puissance russe. Absolument. Aussi. On va faire le point sur la situation, sur ce qui s'est passé. Regardez, c'est Nivine Barko. Alors effectivement, selon le maire de Moscou, aujourd'hui, vers 4 h du matin, donc 3 h heure française, des frappes de drones sur 2 bâtiments non résidentiels ont eu lieu. Il n'y a pas eu de dégâts ni de blessés graves. Alors les 2 bâtiments visés, les voici. D'abord un bâtiment situé dans ce quartier de Komolosky-Protspek. On est vraiment tout près du ministère russe de la Défense. Alors les dégâts ne sont pas forcément très impressionnants, avec seulement quelques vitrines qui ont été soufflées. Le trafic qui a été stoppé pendant plusieurs heures ce matin.
pas de dégâts importants, mais ce qui est très intéressant, eh bien, c'est que cette frappe, elle a eu lieu tout près du ministère russe de la Défense, je vous le disais, et il y a un bâtiment notamment qui a été touché. Regardez ce toit endommagé, c'est le bâtiment des services de renseignement russes qui a donc été lui aussi visé, ou en tout cas les dégâts, peut-être ce drone qui s'est donc abattu sur ce toit du ministère des renseignements russes. La deuxième attaque, les dégâts là, ils sont un peu plus impressionnants. On est dans un autre quartier de Moscou, au niveau de la rue Linkancheva, et vous le voyez, eh bien là aussi, c'est un bâtiment non résidentiel qui a été visé, ce gros bâtiment que vous voyez juste là, avec les derniers étages qui sont notamment en feu. D'après plusieurs sources russes, eh bien, ce bâtiment n'est autre que le siège de la filiale de Leroy Merlin. D'ailleurs, vous l'apercevez, le magasin Leroy Merlin qui est donc au pied de cette tour. Là aussi, les dégâts ne sont pas forcément très impressionnants. Les vitrines des étages supérieurs ont donc été détruites. Pas de blessés à signaler. Rapidement, Moscou a évidemment accusé Kiev d'être derrière ces attaques de drones, en parlant notamment d'un acte terroriste, une tentative du régime de Kiev de commettre un acte terroriste en utilisant 2 drones. Voilà ce que dit le ministère russe de la Défense. Alors Kiev n'a ni confirmé ni infirmé cette attaque. En revanche, il y a un indice qui nous laisse penser qu'effectivement, ce sont bel et bien les Ukrainiens qui sont derrière ces frappes, puisque dans le ciel moscovite, ce matin, volait un drôle de drone, un drone reconnaissable à sa forme, le fameux drone ukrainien Beaver, un drone à longue portée qu'on avait déjà vu dans le ciel moscovite. Souvenez-vous, c'était à la fin du mois de mai dernier, lorsque plusieurs drones avaient attaqué là aussi le ciel moscovite. C'était ce même drone qui avait été aperçu, vous le voyez juste là sur cette photo. À l'époque, Kiev avait fini par revendiquer les attaques. La différence quand même avec les frappes d'aujourd'hui, c'est que les dégâts sont bien moins impressionnants que ce que l'on avait pu constater le 31 mai dernier. Merci beaucoup, Nivine Portron, pour toutes ces explications. Vous aviez envie, Marc Semo, de réagir pendant qu'on écoutait Nirvine, sur les drones notamment? Oui, non, surtout sur la revendication ukrainienne. Parce que c'est ça quand même qui est fondamental. C'est-à-dire les Ukrainiens, évidemment, on sait que ce sont eux en général, mais en général, comme d'ailleurs ils ne d'autres pays revendiquent dans la pas même forcément. situation, type les Israéliens, ne le revendiquent pas. Or là, pour aller dans le sens justement du colonel et du message politique, ils le revendiquent. La deuxième chose qui me semble extrêmement significative, et qui est une réponse double à Odessa, c'est que là où à Odessa, les Russes font de la terreur pure pour punir la ville sans viser nécessairement des objectifs stratégiques, là, c'est extrêmement précis. Le Komsomolski prospecte à côté le ministère de la Défense, un des bâtiments de services secrets qui est touché. Donc, ce sont des cibles précises, ce qui veut dire plusieurs choses. D'abord... C'est quoi le message pour vous derrière ça? C'est un message qu'ils ont des capacités, c'est un message qu'ils savent où tirer, c'est un message, parce qu'il y a aussi, je ne sais pas jusqu'à quel point ces drones ont ou non bénéficié d'un guidage dans la phase terminale, mais ça veut dire qu'ils ont de réelles capacités et de présence à l'intérieur du système. On l'avait vu notamment dans certaines opérations comme le premier attaque contre le pont de Kerch à l'automne avec un camion piégé. Donc, ce sont tout ça des messages extrêmement forts que les Ukrainiens font passer aujourd'hui et qui montrent, qu'ils ont des moyens. Alors évidemment, en termes stratégiques, ils n'ont pas le droit d'utiliser leurs armes sur le territoire russe. C'est la condition qu'ont mis les Occidentaux, qui ont peur de l'escalade, mais qu'ils ont des capacités et que la guerre est loin d'être finie. Effectivement, capacité probablement reconnue aussi par la Russie. Regardez notamment ce qu'a déclaré ce matin la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Elle s'appelle Maria Zakharova et elle qualifie ces attaques d'actes terroristes. Regardez, on va voir ça. Regardez ce qu'elle a dit, écoutez. Les Ukrainiens sur Moscou est un acte de terrorisme international. Un acte de terrorisme international. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça, Natalia Turine? Oh, qu'elle a trop bu la veille. Qu'elle a trop bu la veille. C'est d'ailleurs ce qu'elle fait assez souvent. Je me suis levée de mauvais pied, du coup je ne suis pas d'accord avec tout le monde. Alors on vous écoute. À commencer par Père de Young. Quand Churchill a envoyé les avions à Berlin,
c'était pour riposter contre un tir malheureux qui a visé Londres, des bâtiments civils. Et c'était quasiment au moment où la guerre était déjà perdue pour la Grande-Bretagne. Et c'est ce bombardement de Berlin qui a tellement énervé Hitler qu'il a commencé à bombarder les civils pendant que les Britanniques ont eu le temps de reconstruire leur usine militaire. Et en fait, c'était une des fautes de Hitler. Donc, parfois, faire un geste complètement émotionnel peut servir. Après, en ce qui concerne les attaques sur Moscou, moi je déplore que les Ukrainiens sont obligés de se défendre avec des pistolets à eau. Parce qu'avec des ATACMS ou des Ils ne sont pas sur le même pied d'égalité, c'est ça que vous voulez dire. Non, mais avec des scalps français qui peuvent aller loin, pourquoi faire détruire une petite partie de toit d'un bâtiment de renseignement militaire? C'est un bâtiment très très important. Donc s'il était détruit complètement, dans ce cas-là, on marque le territoire, on montre aux Russes que c'est sérieux. Il suffit de détruire un bâtiment de la défense et pas à côté, un bâtiment des renseignements militaires et pas à côté, et peut-être la centrale de la télévision. Natalia, si vous le permettez, on va écouter le président, Volodymyr Zelensky, qui lui avait promis des représailles. Il avait été très clair, en tout cas après l'attaque d'Odessa. Oui. Écoutons-le ensemble. Malheureusement, la capacité de la défense aérienne ukrainienne n'est pas encore suffisante pour protéger l'ensemble du ciel ukrainien et nous travaillons avec nos partenaires aussi activement que possible pour obtenir les systèmes de défense aérienne supplémentaires. Il a été clair là, Volodymyr Zelensky. Il fallait de toute façon lancer des représailles parce que ça ne pouvait plus durer. Oui, mais effectivement, représailles militaires, pas effectivement quand on fait les petits drones, ça a l'air d'un acte terroriste. Pour vous, c'est un pavé dans la mare. Et ça sert à rien. Au fait, le Russe ricane maintenant. Il a l'impression que c'est juste des tirs comme celui-là, le feu d'artifice, on l'appelait quand quelque chose s'est explosé au-dessus de dômes de Kremlin. Le Russe ricane, oui, mais veut former les plus jeunes à l'utilisation de drones, car la guerre des drones continue. Et ça, on fait le point avec vous, Cédric, ils sont de plus en plus jeunes à être formés aujourd'hui à l'utilisation de ces drones en Russie. Oui, c'est le ministère britannique de la Défense qui l'explique aujourd'hui dans son bulletin quotidien d'information. En Russie, oui, l'éducation aux drones de combat va devenir obligatoire, tout simplement. Il s'agit de donner des rudiments, des bases aux élèves. La défense britannique donne plus de précisions, on va le voir, rapportant des propos du sénateur russe Artem Sheikhin, le sénateur russe donc en question, qui a annoncé que les cours porteraient notamment sur la reconnaissance du terrain et sur les moyens de contrer les véhicules aériens sans pilote, donc les drones ennemis. Cette formation obligatoire, elle va concerner les écoliers de 10e et de 11e classe. Alors c'est l'équivalent chez nous en France de la première et de la terminale, ça veut dire des lycéens, donc entre 15 et 17 ans. Une éducation aux drones de combat qui serait déjà suivie par quelques 30 000 étudiants à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Alors Cédric, on va essayer justement de comprendre, c'est quoi l'objectif précis ici du gouvernement russe ? Déjà, ça montre a priori une chose, l'importance que Moscou accorde à l'utilisation des drones dans ce conflit avec l'Ukraine. Et puis, l'accent mis par la Russie sur l'initiation militaire des enfants, on va le voir, ce sont les mots de la défense britannique. Eh bien, c'est d'abord un effort pour cultiver une culture de patriotisme militarisé. Voilà, ce sont les mots utilisés. C'est plutôt donc développer une forme d'état d'esprit plutôt que des compétences réellement techniques. Ce sont donc les mots de la défense britannique. D'ailleurs, je précise que cette formation aux drones de combat qui va démarrer le 1er septembre, elle s'inscrit dans un cadre qui est plus large. L'intitulé du cours, c'est « Base de la sécurité de la personne ». Au programme, en plus des drones, les élèves vont s'entraîner au maniement du fusil d'assaut, à l'utilisation de grenades ou encore au premier secours au combat. Autant de nouvelles matières donc qu'il va falloir intégrer dans l'agenda des lycéens à partir de la rentrée prochaine. Merci à vous, Cédric Dandeville. Encore une fois, marque ces mots, utilisation de grenades à 17 ans, ça fait partie de l'éducation, il y a la géo, il y a les maths et puis il y a l'utilisation des grenades. Cette militarisation de la jeunesse avait déjà commencé depuis un certain temps. De mobilisation des jeunes, notamment des jeunes du parti présidentiel. Bon, là, on est dans une logique de guerre. Tout le monde, voilà. Et dans cette logique-là, c'est assez
cohérent de préparer les jeunes de première terminale à leurs responsabilités futures militaires. Alors c'est effectivement un signe terrible de cet engrenage et de ce qui se profile, c'est-à-dire une guerre longue d'attrition, ce qui pour le moment a l'air malheureusement d'être le cas. Alors comment est-ce qu'on se prépare en Russie? En tout cas, la propagande est lancée, c'est très simple. Que faut-il faire? On jette tout le monde à l'asphalte. Regardez. Devrions-nous mettre de la musique pour toi, sac à merde nazi? On va devoir te rouler dans l'asphalte. Tu es trop effronté. Tu t'attaques à la Grande Russie. Peut-être qu'avant de rouler la France et l'Allemagne dans l'asphalte, nous devrions rouler Zelensky dans l'asphalte. Voilà. D'abord Zelensky, après la France et l'Allemagne, éventuellement, colonel. Oui, vous savez, en France, il y a ce qu'on appelle les préparations militaires à partir de 16 ans. Donc à 16 ans, les gens apprennent à tirer, donc c'est pas un problème. L'âge n'a rien à voir. Le problème aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les drones, ce sont des robots. Et on va vers les guerres de demain, les guerres du 23e siècle, du 22e siècle. En fait, c'est des guerres dans lesquelles les populations vont se battre contre des robots. Là, on parle de robots volants, c'est les drones. Mais demain, il y aura les drones tueurs qui auront des canons, etc. Et on va tranquillement vers une espèce de guerre du futur dans lequel vous aurez les populations vont se défendre contre un système de robots. Parce que c'est le mot robot qui veut utiliser. Ben écoutez, merci beaucoup. En tout cas, on continue d'en parler dans un instant parce que dans un instant, il y a aussi ces frappes sur Odessa. On y reviendra, bien sûr. Cette cathédrale qui a été partiellement détruite.